Bon, alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation du Centre Acer qui va porter aujourd'hui sur la qualité du sirop d'érable et les outils et les points de contrôle qu'on peut mettre en place pour y arriver. Vous allez voir, c'est quelque chose de très général, mais il y a peut-être encore là des choses qui vont vous allumer des petites lumières. Puis comme on est un petit groupe, bien, je vais me permettre de prendre des questions pendant la présentation. Vous auriez juste à lever votre main, puis on va répondre à cette question-là avant de continuer. Alors, je suis Mélissa Cournoyer, je suis agente de transfert technologique au Centre Acer. Depuis 25 ans, je travaille au Centre Acer, mais j'étais auparavant une technicienne de laboratoire, assistante de recherche. Mais maintenant, j'ai le goût de vous voir, de vous parler et de partager notre expertise là, au Centre Acer. Alors, bienvenue et merci d'être là. Le Centre Acer, on est qui? En fait, c'est un centre de recherche en acériculture, ça le dit. Ça permet, en fait, de rejoindre tous les gens de l'industrie à essayer de travailler justement à améliorer toutes les techniques de travail, le sirop, tout ça. On travaille de concert avec l'industrie et on a 3 axes différents, principalement. Donc, la recherche et développement. Recherche et développement, bien là, on va aller analyser le produit en tant que tel, le sirop, mieux le comprendre. On va aussi analyser les techniques, les procédés. Qu'est-ce que ça fait sur le sirop? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose qui ne serait pas supposé d'être changé? Est-ce que ça améliore? Est-ce que c'est pire? Et on va s'aider pour ça du laboratoire d'analyse. Le laboratoire d'analyse, on a vraiment des appareils ultra sophistiqués, donc on peut aller regarder la composition de toutes sortes de choses et voir justement si ces procédés-là changent la composition. Le laboratoire aussi peut être utilisé par des gens externes au Centre Acer parce que justement, l'appareillage est assez sophistiqué, donc il y a des gens qui peuvent nous demander, nous mandater de faire certaines analyses pour eux. Donc, ça vient compléter là, notre offre de service. Une fois qu'on a fait des belles découvertes comme ça, bien, il ne faut pas que ça reste à la tablette. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au Centre Acer? Bien, on va aller rejoindre directement le producteur ou l'équipementier ou le conseiller. Comment? Bien, par des guides, des manuels, des fiches, des conférences, des formations. On a vraiment une belle offre de formation. Vous pourrez venir nous voir tantôt à mon kiosque. J'ai toute la liste, puis ça va me faire plaisir là, de vous les expliquer. Alors, la qualité. La qualité, c'est un gros mot, mais peu importe si c'est le sirop d'érable ou un produit ou un service, peu importe ce que c'est, bien, en fait, c'est souvent la même chose ou à peu près. Premièrement, il faut que ça soit sécuritaire pour le consommateur. Il faut que ça réponde à ses besoins également. Mais ça doit aussi répondre à des lois et règlements. C'est encadré par les lois, par les règlements. C'est qui produit ça, ces services-là, qui les offre? Bien, c'est une entreprise. Cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bien entendu, elle veut faire du profit. Comment on fait le profit? Bien, souvent, on va aller améliorer les techniques de travail. Donc, la qualité, là, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça se résume souvent à ça, peu importe ce que c'est. Pour le sirop d'érable, maintenant, parce que c'est un beau produit, mais qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des critères qui sont attendus. À quoi on s'attend le sirop d'érable, selon certaines lois et règlements, selon plein de choses. Au niveau de l'exploitation, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on mesure, comment on ajuste les choses. On va aussi identifier les outils que vous pouvez utiliser pour avoir un sirop d'érable de qualité. Et comprendre aussi qu'il y a des avantages à viser la qualité. C'est du travail, viser la qualité, sauf que ça vient avec un certain nombre d'avantages et c'est souvent ça qui va vous intéresser, justement. Alors, la qualité du sirop d'érable, c'est qui crée ça, la qualité du sirop d'érable, vous pensez? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le transformateur? Est-ce que c'est les PPAQ? Est-ce que, je ne sais pas, l'embouteilleur, le fournisseur? Qui est-ce qui est à la base du sirop d'érable? Le producteur, bien entendu, effectivement. Le producteur, c'est la base du sirop d'érable de qualité parce que on ne se le cachera pas. Si les producteurs font du sirop d'érable qui a un mauvais goût, qui est contaminé,
je ne sais pas, qui n'est pas filtré. On livre ça. Est-ce que vous pensez que le transformateur peut faire quelque chose avec ça, puis que le client, le consommateur va faire comme « Wow, le sirop d'érable du Québec, c'est vraiment merveilleux ». Non. Tu sais, faire un beau produit avec une matière première qui n'est pas de qualité, c'est impossible. Fait que ceux qui créent la qualité, bien, c'est vous. Alors, pour faire la qualité, bien, vous devez savoir certaines choses. Donc, vous pouvez vous renseigner sur le fait qu'il faut qu'il soit salubre, donc qui ne cause pas de problème à la personne qui va le consommer. Il faut que vous connaissiez les lois et règlements. Il faut que vous connaissiez c'est quoi du sirop d'érable. C'est quoi que c'est supposé donner à la fin? C'est un liquide blanc qui goûte rien ou c'est un sirop qui a une couleur puis il a des caractéristiques spéciales? Il faut que vous le connaissiez. Votre but à atteindre, c'est quoi? Vous devez aussi être alerte. Hein? On essaie de se renseigner. C'est quoi les nouvelles techniques de production? On peut aller voir le voisin, on peut poser des questions, on peut aller voir un conseiller, on peut parler au centre à serre, on peut se renseigner sur plein de choses pour essayer de s'améliorer. Puis, on peut aussi se former, hein, aller suivre des formations. Puis ça, là-dedans, on peut vraiment vous aider, même s'il y a d'autres organismes aussi qui font des formations. On a vraiment une belle gamme de formations. Donc, je vous redonne la palme. Le producteur, c'est vous qui fournissez vraiment la qualité. Comme par exemple, si je veux faire une tarte aux pommes, si mes pommes sont pourries, plein d'insecticides, puis... je sais pas, ils sont pas avec un goût acide parce que les pommiers n'ont pas été assez arrosés. C'est dur de faire une belle tarte aux pommes qui va plaire à mon client. Donc, c'est vraiment vous. Puis, le travail, il vaut la peine d'être fait parce que vous faites la renommée du produit. Hein, ce qui est embouteillé, c'est une partie, quelque part. Votre sirop, il est peut-être parti en Europe, il est peut-être parti aux États-Unis. Vous ne savez pas, mais il est allé quelque part représenter l'ensemble des producteurs, même s'il a été mélangé. Alors, le sirop d'érable, il doit répondre à certains critères, bien entendu, de salubrité et de performance. La salubrité, c'est vraiment ne pas rendre le consommateur malade ou ne pas lui porter préjudice. Pour ça, il faut maîtriser les dangers qui sont physiques, qui sont chimiques et qui sont biologiques. On va revenir là-dessus tantôt. Et il faut qu'il respecte certains critères sensoriels, de qualité ou nutritionnels et tout ça. Donc, ça vient avec une fiche, le sirop d'érable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la fiche industrielle du sirop d'érable. Ça décrit ce que ça va être. Et bientôt, peut-être même au niveau international, qu'est-ce que c'est supposé être du sirop d'érable? Donc, il faut que vos techniques de production permettent de rencontrer ces critères-là. Tout ça, c'est teinté par les règlements provincial, fédéral, mais aussi international. Parce que si on veut vendre à l'extérieur, comme par exemple en Californie, ils ont fait nous, on ne veut pas de plomb dans notre sirop. Donc, quand ça s'est passé, les Québécois qui produisent le sirop, il faut qu'ils se conforment pour pas qu'il y ait de plomb dans le sirop d'érable parce que c'est vendu, mais on ne sait pas où. Puis peut-être qu'il y en a qui vont se rendre en Californie. Donc, on veut ça. Donc, même si ce n'est pas une loi qui est... il y en a une loi provinciale, mais elle était beaucoup plus élevée. Donc, la Californie est venue teinter nos lois également. En détail, qu'est-ce que ça se dit dans la loi, en fait? Au niveau salubrité, c'est un sirop qui est propre, sain et comestible, ça le dit, et qui ne fermente pas. Au niveau des performances, là, on a des critères d'authenticité. Ça doit être fait juste avec de la sève d'érable. On a des critères de limpidité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de particules à l'intérieur. Il faut que l'odeur et le goût soient caractéristiques de l'érable, sans caractéristiques qui ne devraient pas y être. Fait que ça, c'est comme un peu le résumé des lois provinciales et fédérales. En gros, c'est ce que ça dit. Il y a aussi là-dedans le degré Brix qu'on va revenir, qu'il faut aussi respecter. Donc, on va passer chacun de ces points-là, puis on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que le centre à serre peut vous offrir aussi comme aide pour y arriver. Donc, pour avoir un produit propre, sain et comestible, il faut contrôler notre environnement pour ne pas intégrer des contaminants dans notre sirop d'érable. Il faut maîtriser les risques. Il faut nettoyer et assainir pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau microbiologique. Et il faut regarder aussi la qualité de l'eau. Si, par exemple, vous prenez de l'eau pour réajuster votre Brix à la fin,
avant de le mettre en baril, puis que votre eau est pleine de coliformes, par exemple, parce qu'elle vient du puits ou je ne sais pas quoi, bien, vous venez de contaminer un beau produit que vous avez fait avec perfection, mais vous mettez de l'eau qui est de mauvaise qualité, alors là, il peut y avoir un problème à ce moment-là. On repasse sur ces points-là. Donc, contrôler l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faut respecter certaines normes de construction, comment est faite notre cabane, en quel matériel, le plancher, tout ça. Tu sais, l'érablière qui est folklorique, là, on s'entend qu'au niveau alimentaire, c'est très loin. Là, une usine alimentaire puis une érablière, c'est très loin. Mais pourquoi pas s'en rapprocher de plus en plus? Donc, il faut contrôler notre environnement. Il faut former notre personnel. Hein? Comment bien travailler pour ne pas contaminer le produit, pour être en sécurité et tout ça. Il faut aussi, au niveau de nos équipements, les entretenir pour pas qu'il y ait des particules ou quoi que ce soit qui aillent dans le sirop. Il faut bien les comprendre également. Il va y avoir, au niveau de l'entreposage, des points importants aussi à vérifier. Où est-ce qu'on entrepose notre sirop, notre matériel et tout ça. Il faut lutter contre la vermine, donc les rats, les souris, et ainsi de suite. Et aussi contrôler les micro-organismes pour pas qu'ils contaminent notre sirop d'érable. Et tout ça, souvent, bien, on va aller faire des registres, un peu la traçabilité. Il vient d'où mon sirop? Mon baril de sirop, c'est quoi son histoire? C'est quoi son histoire? Il a passé par l'appareil, OK, je venais-tu de le laver? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Donc, c'est un principe de traçabilité. Puis ça, tous ces points-là, là, ça s'applique à n'importe quelle entreprise alimentaire, normalement. Et on a tous des points là-dedans qui vont en les rejoindre. C'est sûr qu'en érablière, on n'est pas encore là, mais c'est ça, comme je vous dis, on veut tranquillement augmenter ce niveau-là de fabrication pour que le sirop soit encore plus sécuritaire pour le consommateur. Donc, en faisant tout ça, on va aussi maîtriser les risques. Comme je vous disais, il y a des risques physiques. C'est toutes les particules qui peuvent se retrouver dans le sirop. Donc, quand on filtre, on va en enlever beaucoup, mais il faut faire attention que dans notre baril, il n'y ait pas, je ne sais pas, un bout de verre cassé ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de poussière ou de particules dans notre sirop à la fin qui va être vendu. Au niveau chimique, maintenant, je vous dirais que ça, c'est un travail de longue haleine, de l'entaille jusqu'au baril, parce qu'il y a des risques de contamination un peu partout par les produits chimiques, par l'équipement, par l'agent anti-moussant. Il ne faut pas qu'il y ait d'allergènes. Tout ça, donc, les huiles qui sont utilisées, il faut qu'ils soient alimentaires, les matériaux de grade alimentaire, le plomb, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Et au niveau biologique, maintenant, bien, le sirop d'érable, c'est bouilli. Hein? Alors, il faut se rappeler, le sirop d'érable, quand il est fraîchement fait, au niveau biologique, c'est pas comme une boulette de steak haché, là. Ça peut rendre malade. Le sirop d'érable, s'il est bien emballé et tout ça, les micro-organismes, ils sont morts dedans. Sauf que si on l'emballe mal, c'est là qu'il peut y avoir un problème de fermentation et de moisissure. Et c'est de ces bactéries-là qui pourraient rendre levure, moisissure, malade, qui sont parlées dans le biologique ici. Ce n'est pas le fait de traiter la sève là, pour qu'il y ait moins de micro-organismes, parce que normalement, il ne devrait plus rien avoir à la fin. Il faut faire par contre attention aux moisissures. Si par exemple vos tubulures sont contaminées par des moisissures, là, à ce moment-là, c'est mieux de les changer, parce que les moisissures, ça fait des toxines. Ces toxines-là ne sont pas détruites par la chaleur. Donc, s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de moisissures, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve là, si souvent que ça en acériculture, mais il faut quand même être alerte à ces choses-là. Ça va pour l'instant? Vous êtes encore réveillés? C'est bon, parfait. Alors, un point super essentiel, peu importe l'étape, dans le fond, où le produit est utilisé, c'est le rinçage. Quand vous faites un lavage, rincez plus que vous pensez qu'il faut qu'il soit rincé. Je sais que des fois, les sources d'eau, il n'y en a pas 8 milliards, mais ce que je vous dis, c'est que c'est hyper important. Pourquoi? Parce que dans la sève, ça peut être comme, tu sais, je vous dis, bon, il y a 2 grains de on va dire de chlore, là, d'eau de chlorate, bon. Mais là, on va le concentrer, hein? On va le concentrer. Fait que là, c'est plus 2 dans 40 litres, là, c'est 2 dans 1 litre. Fait que là, la concentration est beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'il faut rincer, rincer, rincer et rincer. C'est encore plus important, c'est justement avec le chlore, si c'est utilisé, pour ne pas avoir de chlorate, il faut rincer d'une façon importante. Puis, il faut se rappeler aussi que
sais, des fois, on met, là, mettons, vous mettez du savon à vaisselle dans votre eau de vaisselle, mais vous mettez à moitié de la bouteille. Est-ce que ça va être facile de rincer votre verre? Non. Fait que l'important, c'est vraiment de respecter les concentrations de produits de lavage qui vous sont inscrites souvent par le fabricant. Parce que pourquoi? Ça prend moins d'eau de rinçage. Puis ça va être important aussi pour d'autres éléments par la suite que je vais vous parler. Donc, il faut se rappeler, admettons, vous avez pris 2 litres pour laver votre appareil, bien, ça prend de 6 à 10 litres pour rincer, pour qu'il soit vraiment rincé. Fait que plus vous mettez de savon, plus là, ce volume-là serait important à faire. Donc, maintenant, pour ce qui est du qu'est-ce qu'on utilise pour le centre-traceur, qu'est-ce que vous pouvez prendre, en fond, il y a la méthode d'assainissement. C'est un petit guide à l'alcool isopropylique. C'est un guide qui est disponible en ligne, mais vous pouvez aussi l'acheter au kiosque en version papier. Dans ça, on explique comment nettoyer la tubulure en fin de saison avec l'alcool isopropylique, toutes les étapes, et aussi comment la rincer, hein? Parce que ça aussi, il faut la rincer. Donc, les premières coulées, premières sèves, on ne récupère pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'alcool dedans. Donc, ça, c'est tout bien expliqué. On a aussi en version en ligne seulement le guide d'amélioration des matériaux utilisés dans l'industrie acéricole. Ça, c'est tout ce qui concerne les équipements. Est-ce qu'ils ont du plomb? Comment les tester et tout ça. Donc, comment gérer le plomb dans notre érablière. On a aussi une super formation, salubrité et assainissement. Donc, tous les appareils que vous utilisez, comment les laver efficacement. Puis, on va reprendre certains éléments dans sirop d'érable de qualité, formation de base, qui ressemble un peu à la formation que je vous fais aujourd'hui, mais avec un échange là, qui dure aussi 6 heures de temps. Donc, vous pouvez poser beaucoup de questions et répondre à toutes vos interrogations. En ligne, encore là, vous pouvez revoir une formation, une conférence des journées acéricoles, comment bien assainir pour une sève de qualité, que M. Luc Lagacé a présenté l'an dernier, qui est assis dans la salle, qui est notre directeur là, de recherche et transfert. Et on a aussi les exigences à l'exportation, une conférence sur les chlorates, qui va vous renseigner justement un peu plus en détail sur ça, là, avec les produits chlorés, l'eau de Javel, ainsi de suite. Autre élément maintenant qui font partie de la salubrité, c'est un sirop qui ne fermente pas. On ne veut pas qu'il soit fermenté. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on doit ajuster le Brix, idéalement entre 66 et 67, même si on peut être plus élevé, mais là, à ce moment-là, vous savez qu'il y a quelques petits ajustements là, au niveau monétaire, mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit entre 66 et 67, parce qu'en bas de ça, il y a des risques de fermentation. On doit savoir utiliser les équipements de mesure, parce que on a bien beau avoir un réfractomètre, un densimètre, si on ne sait pas comment l'utiliser, il va nous donner une réponse. Est-ce que c'est la bonne? Si c'est écrit 67, mais que votre sirop est à 64, il risque de fermenter. Il faut savoir comment bien emballer. Ça veut dire mettre en baril. Et il faut aussi contrôler l'environnement. Donc, une fois que votre produit il est fini, bien, s'il y a plein de particules de poussière, plein de choses, bien là, il peut recontaminer votre sirop. Donc, il faut faire attention à tout ça. J'ai mis ici un producteur parce que le Brix, c'est à peu près le seul critère dont vous êtes entièrement responsable. Le goût, bien, c'est difficile. La sève, elle est ce qu'elle est, elle est arrivée contaminée pour contaminer. La saison est avancée. Après ça, bien, il y a des goûts qui vont s'être faits. La filtration, bien, des fois, ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais vous faites de votre mieux avec ce que vous avez. Mais le Brix, peu importe qu'est-ce qu'il a l'air, votre sirop, vous êtes supposé être capable, si vous avez appris, à bien travailler, à l'ajuster. Donc, cette partie-là est super importante parce qu'encore là, vous avez travaillé super fort, là. Vous avez fait toutes les étapes, vous avez suivi les formations, vous avez tout fait, puis là, oups, à la fin, vous n'avez pas compris comment mesurer votre Brix. Bien, votre sirop, il risque de fermenter. Puis, vous avez perdu ça. Vous avez un VR2 ou un CT2, puis on prend le baril, puis on a une pénalité qui vient avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas facile, je vous dis, tu sais, c'est pas nécessairement « wow », mais une fois qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, c'est ça que les formations vont vous expliquer, ça va être plus facile d'obtenir le Brix que vous voulez.
Donc, on passe vite sur des appareils qui sont différents. Donc, l'hydrotherme et densimètre, ça, c'est vraiment des instruments de travail. Il fait chaud, on est en production. C'est peu précis, mais ça donne vite une réponse si on est au moins dans le Brix qu'on veut avant de filtrer, par exemple. Réfractomètre, un appareil plus précis, mais qui demande un peu plus de travail, c'est-à-dire qu'il faut prendre un échantillon et le tempérer, parce qu'on travaille à température pièce, et il faut qu'il soit homogène. Donc, il y a deux façons de travailler, mais le réfractomètre, c'est vraiment pour une vérification finale. Vous n'avez pas le temps de faire ça en production. C'est pour ça qu'il existe d'autres appareils. Rapidement, comment on emballe d'une façon idéale, en fait, on travaille dans un environnement propre. On a le sirop. On peut vérifier son Brix avec un densimètre, justement, ou un densimètre à ce moment-là. On filtre en haut de 82. Pour ce qui est de la contamination de plomb, ça réduit, en fait, un peu la contamination de plomb s'il y en a eu. Ensuite, on s'en va dans un bain-marie chauffant pour obtenir la température d'embouteillage qui doit être autour de 85-87. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut prendre un échantillon et vérifier vraiment au réfractomètre. Pour aller voir, une fois qu'on est certain que notre Brix est bon, on va aller mettre en baril à chaud et on va remplir le plus qu'on peut. Parce que même si votre Brix est bon, mais que votre baril n'est pas rempli en une seule fois et que l'espace de tête, donc la place où est-ce que le sirop ne prend pas, c'est que le vide ne se fait pas. C'est comme un peu quand vous faites des conserves, là, tu sais, le petit pop là, que ça fait. Mais si on ne remplit pas le baril, ça ne fait pas pop. Puis quand c'est écrit dessus, si le seau ne fait pas pop, on ne mange pas le produit, bien, ce serait la même chose ici. C'est qu'il n'a pas été assez emballé chaud. Donc là, il y a des risques de moisissure et de fermentation à ce niveau-là. Ça va? C'est un peu clair? Alors, qu'est-ce qu'on offre? Donc, on a la solution de référence pour le réfractomètre qui va vous permettre vraiment de calibrer votre réfractomètre à 66. Et pour les appareils qui ne se calibrent pas, les densimètres, hydrothermes, ça ne se calibre pas, ça se vérifie. Bien, on a, cette année, c'est nouveau, une solution de vérification qui va vous permettre de voir si votre hydrotherme ou votre densimètre vous dit la bonne réponse. Et là, ou s'il est un peu déviant, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire varier la lecture. Comme par exemple, s'il a été cogné, s'il est sale, s'il y a des minéraux dessus, ça a tous des impacts là-dessus. Puis là, si le petit papier a bougé aussi, on ne sait pas. Des fois, ça peut arriver. On fait souvent aussi des articles dans les magazines et les journaux acéricoles pour vous renseigner. Et on a une super belle formation, utilisation, calibration des instruments de mesure. Là, vous allez comprendre comment bien utiliser tous ces beaux appareils-là pour être sûr d'avoir le bon Brix. Calibration du sirop d'érable à l'aide du convertisseur acéricole, c'est plus pour ajuster le Brix, comment mettre d'eau pour avoir le bon Brix si on l'a dépassé un peu, tout ça. Formation de sirop d'érable de qualité, on va revoir ces aspects-là. Et êtes-vous sur votre Brix? Ça, c'est une formation développée avec Agri-Carrière. C'est entièrement en ligne. Vous pouvez la suivre quand vous voulez. Et ça l'explique encore là, les instruments de mesure, avec aussi le réfractomètre en continu, là, que je n'ai pas parlé aujourd'hui. Mais dans cette formation-là, on en parle également. Maintenant, on passe plus du côté performance, comme on disait tout à l'heure, c'est quoi les caractéristiques qu'il doit avoir. Donc, un sirop authentique, c'est un sirop qu'on n'a rien rajouté à l'intérieur, mais aussi on n'a rien enlevé. Fait que, on pense, par exemple, aux nouvelles technologies qui sortent. Est-ce que le fait de concentrer à haut Brix, est-ce que ça enlève quelque chose du sirop? Si oui, ça contreviendrait à la loi. Donc, il faut faire des tests là-dessus pour savoir si les appareillages respectent cette condition-là. Il faut faire attention aux antimousses. Les antimousses, ça doit être utilisé vraiment en quantité minime, au besoin seulement, parce que sinon, ça devient comme un ingrédient dans le sirop et ça pourrait porter préjudice à la pureté du produit. Et bien entendu, il ne faut pas rajouter d'autres sources de sucre que la sève en tant que telle. Pour ce qui est de ça, en fait, on a développé au Centre Acer juste un prototype, en fait, pour contrôler la mousse, mais de façon, en fait, avec un tuyau plein d'eau qui est au-dessus de l'évaporateur. On a eu une belle conférence là-dessus aussi l'an passé. Vous pouvez la voir sur Internet. Donc, c'est une autre façon de contrôler le moussage en n'ajoutant rien du tout, mais seulement avec un appareillage plus mécanique. On a aussi
fait des tests justement par rapport au Brix. Est-ce que ça avait changé quelque chose sur les caractéristiques du sirop? Et on remonte un peu dans le temps, mais on a déjà eu des injecteurs d'air installés en le fond de l'évaporateur. Est-ce que ça avait changé des choses sur le sirop? Et effectivement, ça oxydait certains composés. Donc, ça contrevenait un peu à la composition qui n'était plus aussi pure qu'elle ne devrait. Alors, on avait fait des recommandations à ce sujet-là. Maintenant, au niveau de oh oui, excusez-moi. Si les injecteurs d'air sont illégaux, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas recommandé. Alors, maintenant, au niveau de la limpidité, donc, c'est le sirop qui est à filtrer. Donc, les paramètres de la production vont jouer sur la couleur, bien entendu. La filtration, c'est le point important pour la limpidité. On doit vérifier qu'elle est bien faite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mes deux petites cuvettes de sirop. Donc, on voit que dans celle de gauche, c'est un sirop qui est très bien filtré, donc on voit bien au travers. Dans celle de droite, la même petite ligne noire, on ne la voit plus du tout. Bien, l'appareil qui sert à mesurer votre couleur, si votre rapport de classement, votre couleur 24 ou 75, bien, lui, c'est comme un œil un peu. Est-ce qu'il voit bien du côté droit? Il ne voit pas très bien. Donc, votre valeur de transmittance, de couleur, va être beaucoup plus faible, même si visuellement, on voit que c'est un sirop pâle, lui. Mais celui-là, il pourrait avoir une lecture parce que l'appareil, il doit mesurer s'il voit bien au travers. Bien, il va vous donner peut-être un 30 alors que le sirop il est plus autour de 75 Fait que ça a un impact économique que de moins bon de ne pas filtrer votre sirop comme il faut. Pour ce qui est la limpidité aussi, il faut respecter les conditions d'emballage parce que ça peut jouer, en fait, la cristallisation peut jouer si votre sirop d'érable est plus concentré en sucre. Ça pourrait faire de la cristallisation qui fait des particules qui jouent encore là sur la lecture de transmittance. Pour vérifier votre couleur, bien, on a le comparateur de couleur, donc les petites bouteilles que vous êtes habitués de voir. Ça fait partie comme du folklore, justement. Puis, on a aussi sorti une petite plaquette en plastique qui va faire à peu près le même travail avec des bouteilles. Comme ça, vous allez pouvoir comparer rapidement votre sirop pour trouver environ sa catégorie de couleur. On va encore là apprendre à utiliser ces appareils-là par la formation, utilisation, calibration des instruments de mesure et aussi d'ajuster la couleur avant la mise en baril. Il y a peu de gens qui font ça maintenant, mais ça peut arriver. Oui, j'ai une question. Aujourd'hui, il y a des petits kits pour trouver la luminosité qu'on voit, là, que c'est un petit kit. Oui, ben, en fait, ça fonctionne très... En fait, là, ça va vous donner un chiffre qui va ressembler à ce que vous allez avoir sur le rapport de classement. Il faut apprendre encore là à utiliser cet appareil-là parce que si votre bouteille de verre est abîmée, si par exemple, elle est graffinée, si elle a des doigts dessus collés, bien là, ça nuit à la lecture, puis votre lecture va être faussée à la baisse à ce moment-là. C'est un bon indice quand même. Oui. C'est bon que ce test-là. Bien, ça, c'est vraiment comme évaluer très rapidement, tandis que l'autre, vous êtes capable de voir à peu près si vous êtes proche du doré ou du ambré, jusqu'à quel point vous êtes, là, exactement. Puis, on s'en vient aussi avec une formation à l'automne environ sur la filtration du sirop d'érable. Donc, ça va être une formation en virtuel qui va traiter des différents types de filtration, donc par gravité avec les tucs ou par filtre-presse ou avec vacuum. Puis, il va y avoir des parties préenregistrées, des vidéos, mais aussi une belle interaction là, avec la personne qui fait la formation, vous allez voir. Fait qu'on est en train de développer ça encore une fois avec Agri-Carrière. Fait que c'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre dans le confort de votre foyer puis qui va répondre à vos besoins. On passe maintenant aux odeurs et aux goûts atypiques. Comment est-ce qu'on les contrôle? Bien, il y a au niveau des contaminants. On ne veut pas qu'il y ait des choses extérieures qui vont venir contaminer notre sirop. On va aller voir aussi la contamination microbienne de notre sève, qui, elle, a un impact extrême sur, je vous dirais, sur les saveurs, parce que si votre sève elle est dégradée, votre sirop va avoir les caractéristiques qui vont avec, comme par exemple le sirop suri, qu'il y a eu l'an passé, sirop filant et tout ça. Ça, c'est entièrement à cause des contaminations microbiennes de la sève qu'il faut contrôler.
Il va y avoir dans la saison, bien, on le sait, ça bouge, hein, du bois, sève, bourgeon, bien ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais vous pouvez peut-être ajuster un peu vos paramètres de production par rapport à la saison, justement. Je vous mets un petit bouclier salubrité. En fait, si votre sirop goûte la boulamite, c'est pas qu'il goûte la boulamite, le problème, c'est plutôt parce qu'il y a eu une contamination. Donc, la saveur est un indicateur qu'il y a eu une contamination. Donc, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas tant d'avoir le goût de boulamite qui est là, mais de où il vient, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise manipulation quelque part, puis c'est là qu'il faut travailler, puis c'est là qu'il faut déterminer de où ça peut venir. Au niveau de la contamination microbienne, comme je vous disais, quand les micro-organismes sont en trop grande quantité dans la sève, ça produit des problèmes. Si, par exemple, vous avez du sirop filant, bien là, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que vous fassiez un lavage fond en comble de tous les appareillages, coudes, tuyauterie, tout ce que vous voulez, la flotte, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est installé là puis vous ne voulez pas qu'il soit là. Comment est-ce qu'on l'enlève? Bien, il faut respecter le tact. Alors, la température de lavage va être importante, puis le rinçage, en fait, aussi. Le rinçage, plus il est chaud, plus il va être efficace pour déloger là, les micro-organismes. Ça prend une action mécanique, donc on frotte. Ça prend aussi qu'on respecte la concentration du produit à utiliser, donc les recommandations du manufacturier et pas en trop grande quantité, comme on le disait tout à l'heure, parce que ça va jouer sur la quantité de rinçage et le temps qu'on doit laisser le produit agir. Je reviens sur l'action mécanique. Très important, il faut frotter. Pourquoi il faut frotter? Est-ce que vous avez déjà essayé de laver une assiette sans passer une guenille, bien pas une guenille, mais votre linge à vaisselle dedans? Ça ne marche pas. Mais dans le lave-vaisselle, ça fonctionne parce qu'il y a une pression. Bien, il faut frotter, mais il faut frotter partout. Toutes les surfaces, les coudes, la tuyauterie, tout ça, ça prend des fois démantibuler votre système pour pouvoir passer une brosse partout. Il ne faut pas prendre non plus des guenilles, des mops, hein, sinon vous allez étendre des bactéries partout. Et il ne faut pas oublier la tubulure. Des fois, quand ça devient extrême, bien, on peut même passer des éponges, même en saison, pour aller déloger les biofilms. Là. Dans le fond, c'est un peu comme le rose de toilette là, ou quelque chose. Là, on les voit, là, mais quand on est rendu qu'on les voit, c'est parce qu'il y a beaucoup de bactéries. Donc, dans votre tubulure, ça peut être la même chose. On passe l'éponge, puis ça en déloge déjà beaucoup. Ensuite, on peut faire un rinçage ou un lavage, mais pas dans la tubulure, là, mais à la fin, souvent, on va aller le faire. Pour les odeurs et goûts atypiques, bien, on peut aller sur la formation, l'univers des caractéristiques de saveur en grand contenant. Là, on goûte beaucoup de sirop, puis on s'habitue à ce que c'est un VR1, un VR5, un VR4. Puis on discute de où ça vient, de tout ça. Donc, c'est d'une belle formation. Vous goûtez beaucoup de sirop. Et il y a aussi 2 conférences, une sur le bourgeon et un aussi qui a été donné aux Journées acéricoles là, de cette année sur justement les sirops futuris et filants. On entame maintenant une autre section. Le sirop d'érable, c'est pas mal fini, mais si on veut aussi aller plus loin dans la qualité, bien, on peut aller sur les exploitations. Dans le fond, comment est-ce qu'on gère notre entreprise? Donc, on peut aller voir les lois justement de construction de tout ça, les certifications, donc bio, cachère et ainsi de suite. Sirop bio, ça ne veut pas dire un sirop qui est nécessairement de meilleure qualité, sauf que en le fond, on va respecter nos valeurs, tu sais, d'entreprise, mais il y a aussi certains points là-dedans qui, comme demandent un contrôle, va nous aider à diminuer les contaminations, par exemple, ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des procédures qui sont mieux établies. Fait que c'est un peu ça qu'on va diminuer les risques à certains endroits. Au niveau des performances, maintenant, on va aller penser à nos arbres. Hein, on veut qu'ils produisent longtemps. On va aménager la forêt. On va gérer notre production le mieux possible pour avoir le plus de profit possible. Donc, au niveau des installations, bien, on va respecter justement les normes de construction. On va aménager notre système de collecte pour pas qu'il y ait des creux où est-ce que la sève peut s'accumuler, tout ça pour que ça soit le mieux possible. On va choisir nos équipements selon est-ce que mon volume de production est assez grand ou pour pouvoir gérer toute ma sève et tout ça. Donc, c'est des choses importantes. À cela s'ajoute, dans le fond, un infofiche qui vient tout juste de sortir, justement, cette semaine, qui va vous parler du REFI. Ça, c'est en action depuis 2020, fin 2020, 2021.
ça encadre des activités qui ont des impacts environnementaux. Donc, pour vous, producteurs, ça a des impacts sur la gestion de vos eaux usées. Donc, tout ce qui est les appareils de lavage, les volumes de lavage, ça peut demander, si c'est rejeté dans un milieu humide, une neutralisation. Fait que cette fiche-là, qui vient tout juste de sortir, j'en ai quelques exemplaires au kiosque, je peux aussi vous en parler un peu, va aller vous parler de qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que cette réglementation-là est déjà en vigueur. Par contre, le gouvernement laisse encore du temps pour que les gens s'ajustent, mais il faut commencer à s'informer là, parce que c'est déjà là. Fait que on commence à sortir, il va y avoir 5 fiches comme ça qui vont vous aider et des formations aussi pour mieux comprendre c'est quoi ce règlement-là. Vous pouvez aussi consulter Démarrage en acériculture. C'est fait par le gouvernement du Québec. C'est un beau document aussi qui traite de toutes sortes de points et de ressources, agri-conseil et tout ça pour vous aider dans vos opérations. Pour faire du sirop, ça prend aussi des érables en santé, donc respecter les normes d'entaillage, faire un plan d'aménagement forestier, savoir si nos arbres sont en santé. On a un beau guide là-dessus qui vient avec une évaluation. Et on a aussi une conférence qui parle des changements climatiques, parce qu'on peut pas se faire semblant que tout va bien dans l'environnement. Il y a des changements, bien, ça a des impacts sur votre production également. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus loin, bien, on a un registre de production aussi qu'on a en vente. C'est pour vous faire penser, en fait, un registre de production, c'est qu'on note. On note les choses qui se sont passées. C'est l'historique de votre sirop. Puis ça peut vous permettre d'être un outil de travail, en fait. Puis de dire, j'ai eu un VR4, ça, c'est ce baril-là. Puis là, ce baril-là, je me rappelle, là, j'avais eu beaucoup, la sève était full dégradée, tu sais, vous vous êtes noté sève de très mauvaise qualité. Donc, vous pouvez travailler à rebours puis dire, j'ai essayé de bouillir plus haut. Regardez, là, j'ai eu telle saveur dans mon sirop. Bien, ça vous permet de travailler à rebours et de dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce qui a pu causer cette saveur-là? Fait que d'avoir des points comme ça de quand est-ce que vous l'avez, est-ce qu'il faisait beau dehors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, ça moussait extrêmement, j'ai mis plein d'anti-mousse. Toutes les choses qui vous arrivent puis qui n'arrivent pas habituellement, juste les noter. Puis le baril qui est associé. Des fois, vous allez pouvoir faire des associations qui vont être intéressantes pour améliorer votre qualité. On peut aussi aller vers le biologique. Donc, on a un guide qui est en format PDF ou en format papier. Format PDF, très utile, plein de liens à cliquer pour vous rejoindre là-dedans. Et une belle formation qui est associée à ce guide-là. Et on peut aussi travailler avec la roue des flaveurs. La roue des flaveurs, c'est un peu comme la roue des vins ou des fromages. Ça décrit un bon sirop, c'est en plus de dire « Ah, il est bon, mon sirop ». Oui, mais il goûte quoi? Il goûte la vanille, il goûte le bois, il goûte un peu le café. C'est un vocabulaire pour décrire les bons sirops, en fait. Fait que j'en ai aussi des exemplaires là, au kiosque. Et maintenant, les ouvrages de référence à consulter. C'est déjà sorti, c'est un cahier de transfert technologique en acériculture. C'était un gros cartable en 2004. Mais là, on est en train de les rééditer pour mettre les nouvelles technologies en cours. Donc, on a le premier volume qui est sorti, c'est sur les appareils de concentration membranaire évaporateur. Donc, là-dedans, là, vous avez comment ça fonctionne, comment je peux le laver, quel test il faut que je fasse dessus. Tout ça, c'est vraiment un bel ouvrage de référence. Puis, il y a 2 autres qui s'en viennent. Donc, la production d'un sirop d'érable de qualité, qui va revenir encore là sur plein de points à faire attention, quoi mesurer, quoi faire pour que le sirop donne ce qu'on veut à la fin. Et le 3e volume, c'est infrastructure de récolte et équipement de récolte, donc tout l'aménagement de la cabane, du système de collecte et tout ça. Encore là, de la théorie, mais aussi en pratique. Donc, ces 2-là, ça s'en vient bientôt encore là, à l'automne. Et vous pouvez consulter notre site qui a plein de trucs. Et vous pouvez aussi nous écrire votre question. Et souvent, on peut vous répondre. Quand on arrive à la fin, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de faire un sirop d'érable de qualité? Oui. Pourquoi? Premièrement, bien, on rend personne malade, tout est beau, on sait que c'est conforme au niveau de la salubrité. Ça peut faire quoi aussi? Bien, augmenter vos profits, tu sais.
Ça peut aussi, par l'aménagement de l'érablière, votre système de production, améliorer votre rendement, ce qui va aussi augmenter les profits aussi. Donc, avec la même sève ou la même façon, bien, juste les mêmes arbres, mais juste le fait que, vous avez géré vos fuites, vous avez aménagé ça de telle façon, bien, vos mêmes arbres vont vous donner plus de sirop à la fin. On peut aussi, comme je vous disais, une petite parcelle de votre sirop se retrouve partout, fait que vous pouvez être fiers. J'ai fait du sirop de qualité et justement, ça se retrouve partout à l'international. Oups, excusez-moi, ça, c'est pas bon pour Monsieur Leçon. Alors, voilà tous les produits que j'ai à mon kiosque. Vous pouvez venir me voir tout à l'heure. Je vais répondre à toutes vos questions. Alors, on a toutes sortes de choses que je vous ai présentées pendant la présentation et les 9 formations que je vous ai aussi nommées au cours de la présentation, mais que je peux vous expliquer en long et en large si vous le voyez. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires, monsieur? Pour l'appareil anti-mousse, vous avez parlé de oui, en fait, c'est ça, l'appareil d'anti-mousse qu'on a travaillé dessus, qui permet, là, avec juste des tubulures, tout ça, contrôler la mousse. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé l'idée, mais présentement, ce n'est pas encore comme commercialisé. T'sais, on aimerait bien que, je ne sais pas, un équipementier, mais il y a des travaux qui se font, là, mais tu sais, c'est en développement, oui, exactement. Il y a des travaux qui se font, puis la technologie, elle est là, le principe est là, mais il reste des petits des points à contrôler, là, parce qu'il faut refroidir l'eau puis tout ça. Les débits, ça n'a pas été comme ça a été mis au point pour un petit évaporateur, mais à grande échelle, pas encore. Mais l'industrie aurait tout avantage là, à le faire parce que justement, c'est sans surveillance ou à peu près. Puis en plus, ça rajoute rien au sirop. Là. Fait que, puis selon nos tests aussi, ça ne diminuait pas beaucoup là, les rendements de production. Là. Fait que c'est vraiment un point qui serait intéressant que l'industrie aurait avantage à développer. En fait, pour voir les résultats de recherche de ce travail-là, principalement, je vous dirais que c'est la conférence. Vous pouvez dire alternative aux antimousses là, sur Internet. Il y a la présentation filmée où est-ce qu'il y a certains détails là, de débit et tout ça. Ça peut être un point de départ si jamais vous voulez travailler là-dessus, là, si vous avez des amis ingénieurs ou quoi que ce soit. Mais je vous dirais que c'est la meilleure place là, où est-ce que c'est mieux résumé les informations techniques à ce niveau-là. Autre question? Bien, je vous remercie infiniment. Et bon salon. Puis venez me voir, là. Je vais tout répondre à vos questions si vous n'avez pas osé les poser. Ça va me faire plaisir. Merci.